السلام عليكم أزلف لون مشاهدي قناة 22 bonsoir. Bienvenue dans l'émission Hirax Corner. Nous sommes là aujourd'hui pour discuter de la responsabilité des intellectuels dans les révolutions en général. Nous avons nos chers invités, Dr François Deroche et l'ancienne ministre tunisienne, Dr Siham Badi. Donc voilà, alors commençons par les transports qui sont très très durs ici à Paris. Moi j'ai souffert pour arriver au studio. Quelle était ta petite expérience d'aujourd'hui, François? On a été comme un malheur, voilà. Malgré tout. Les transports, ça a toujours posé un problème à Paris. Mais heureusement, il y a des transports en commun. C'est vrai. Et voilà, ça nous permet d'arriver à l'heure, quelquefois, quand il n'y a pas trop d'embouteillage. Voilà. Et madame? Moi, je suis en attente des promesses de la gratuité des transports en commun. Je n'ai entendu parler encore aujourd'hui en allant à mon cabinet qu'ils sont en train de réfléchir qu'il faut absolument qu'un jour les transports en commun deviennent gratuits pour tous. Moi, je crois que vous rêvez un peu, madame. Oui, parce que que bien rêvé, je crois que c'était un serpent de mer qu'on ressort pratiquement toutes les 2-3 ans. Tu confirmes, vous confirmez, François, non? Normalement, je pense que ce serait une justice sociale de faire une gratuité, mais maintenant, ça fait des promesses. Vous savez, les promesses n'engagent que tous ceux qui les croient. Voilà. Donc, sérieusement, pour revenir à notre sujet, nous sommes là, bien sûr, il y a Dr Deroche qui est le président d'une ONG qui s'appelle Justice et Droit sans frontières. Nous allons parler donc de la responsabilité des intellectuels dans les révolutions dans nos pays et notamment peut-être un petit historique aussi sur la Révolution française, comme vous êtes citoyen français, docteur Deroche, mais aussi l'expérience de nos frères tunisiens. Et Madame Badi, peut-être si vous souhaitez commencer par exemple ce qui s'est passé durant la Révolution tunisienne, est-ce que vous pensez que les initiatives et la responsabilité des intellectuels ont porté le peuple tunisien vers une expérience démocratique, même si on sait que les choses ont changé depuis ces dernières années. On sait tous que c'est seulement un jeune qui s'est fait immoler pour avoir été violenté par la police. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé d'un événement pratiquement régional pour aller vers une révolution pour la démocratie en Tunisie? Oui, d'abord, merci d'avoir abordé ce sujet qui est bien sûr toujours important et toujours d'actualité. Mais je pense que déjà la notion même des intellectuels ou de l'intellectuel a changé. Et on peut la voir de plusieurs façons. Si on la voit d'une façon sociale, historique, ce sont des définitions qui changent avec le temps. Donc quand on parle de l'élite ou l'élite qui a joué un rôle dans la Révolution, on parle de qui? L'élite, c'est souvent quelqu'un qui appartient à l'élite, c'est peut-être quelqu'un qui est le numéro 1 dans sa catégorie. C'est le plus brillant dans sa catégorie, quoi. Que ce soit dans un domaine de savoir, dans un domaine artistique, même pourquoi pas donc les sportifs, ils sont tous intellectuels dans leur domaine quand ils brillent ou quand ils sont un petit peu au-dessus de la norme, si on veut dire. Et il faut dire que la révolution tunisienne, on ne peut pas aujourd'hui dire que le succès ou le départ ou l'étincelle, elle était guidée que par les intellectuels. Je pense qu'elle était multifactorielle. Oui. Les intellectuels, certes, comme dans toutes les révolutions et chez tous les peuples, donc ils sont des initiateurs, ils sont des gens qui peuvent guider, qui peuvent annoncer les couleurs, qui peuvent donner donc des avis intellectuels, qui peuvent. Mais est-ce que c'est seulement eux qui étaient derrière cette révolution ou pas? Bien sûr que non.
Donc, la révolution, comme j'avais dit, donc elle était multifactorielle. Certes, d'abord, il y a eu beaucoup de choses qui ont un peu préparé le terrain, des conditions économiques, mais pas seulement, parce que dans tous les pays arabes, il y avait eu des crises économiques, mais il n'y a pas eu des révolutions dans le monde arabe partout. Il y a des pays qui ont même des crises économiques qui sont beaucoup plus importantes que chez nous, qu'en Tunisie, mais il n'y a pas eu cette effervescence et cette alchimie qui a fait que la révolution est née à l'instant T. Mais on ne peut pas dire que déjà les conditions économiques n'étaient pas aussi l'un des facteurs qui a poussé ou qui a accéléré les choses. Mais la différence avec la révolution tunisienne, c'est que les gens de la classe populaire, c'est les gens qui ont été pendant des années sans dignité, sans accès au travail, sans les droits les plus basiques et les plus élémentaires. Je pense qu'ils ont saisi cet instant-là. Et les autres facteurs ont aussi poussé à dire que c'est aujourd'hui et c'est pas demain et qu'on peut plus attendre et qu'il fallait la faire, cette révolution. Mais peut-être c'était seulement un point de bascule, parce qu'on peut pas nier qu'il y a eu beaucoup d'intellectuels tunisiens qui avaient écrit bien avant la révolution. Et même durant, par exemple, la décolonisation, un des grands poètes de l'Afrique du Nord, Abou el-Qasim el-Chabi, Matalan. Donc c'est ce cumul de connaissances et d'apports intellectuels qui fait qu'on nourrit la citoyenneté et aussi les libertés. Donc il y a eu, par exemple, vous avez aussi, on peut citer Marzouki, le docteur Marzouki, qui a lutté bien avant, qui a milité bien avant l'avènement de la Révolution. Oui, les intellectuels, en fait, dans un pays qui a vécu pendant 50 ans sous la dictature, ils sont partagés en deux. Il y a l'élite qui va cautionner le régime et qui va donc plutôt être de son côté. C'est l'élite silencieuse, c'est l'élite qui ne va pas jouer un grand rôle dans le changement et qui ne va pas jouer un grand rôle dans tout ce qui est révolutionnaire. C'est une élite qui accepte cette politique, cette dictature et qui ne va pas du tout participer à faire des changements dans la population. Et il y a l'élite qui a lutté, dont une grande partie était en prison, quelle que soit l'orientation idéologique. Donc il y a une partie qui était emprisonnée, il y a une partie qui était exilée, il y a une partie qui était obligée de continuer la lutte, de continuer la résistance, et ça lui a coûté très cher. La persécution, l'interdiction de travailler, la torture, l'harcèlement, l'isolement. Et donc ça, c'est aussi une partie de ces intellectuels-là qui ont voulu se manifester contre les régimes. Je vois, Madame Badi, vous touchez là un point important, c'est que l'élite, elle aussi, est divisée sur plusieurs plans, et si on peut appeler ça différentes classes. Et j'aimerais bien revenir là-dessus, parce que ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'il y a une élite. Enfin, nous allons discuter de ça. François, selon, par exemple, l'expérience française, bien sûr, on va remonter un petit peu à loin, mais il y a aussi des expériences récentes. Peut-être vous étiez un peu jeune en 1968, mais il y a eu quand même des intellectuels qui étaient en amont de la révolution, de la révolte des jeunes en 1968, par exemple. Bien sûr, parce qu'il faut dire que les intellectuels ont toujours été les avant-gardistes, ces porteurs de drapeaux, de flambeaux, qui y ont tout simplement ouvert le chemin au peuple. Vous savez qu'on va prendre comme exemple la Révolution française. La Révolution française, elle survient après un siècle qui s'appelle le siècle de la Lumière. Ce siècle qui va remonter de la mort de Louis XIV, 1715, jusqu'en 1789, oui. La Révolution française. Cette Révolution française, ce siècle des Lumières, est à l'origine non seulement de la Révolution française, mais également de la Révolution américaine. On oublie de le dire. Donc, ce siècle de lumière qui a été tout simplement on parle toujours de Louis XIV, le roi Soleil. On oublie de dire que sous Louis XIV, c'était
entre parenthèses, c'était, entre parenthèses, le criminel. Le tyran absolu. Parce qu'il n'y avait absolument aucun droit. C'était la monarchie. C'était la monarchie absolue. Bien sûr, le roi Soleil, il avait tous les pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, il avait vraiment tout. C'est lui qui décide. C'était Dieu, le roi. Voilà. Donc, il y avait également les clergés qui le soutenaient parce que leur raison d'exister, même s'il y avait énormément de superstitions, même s'il y avait des choses totalement aberrantes, il y avait le roi qui était derrière eux et qui les soutenait. Et de l'autre côté, on avait donc, à partir de 1715, on a eu des philosophes, on a eu, comme vous le savez, Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu, qui ont participé également à l'écriture de l'encyclopédie, qui a permis pendant 21 ans... De réunir tous les métiers, toutes les sciences. Absolument, et qui a permis également au peuple de s'émanciper. Et ça n'a pas tardé. Donc, on a ouvert le chemin et le peuple est parti, il a pris la Bastille. Donc, et là, depuis cette période, on peut dire que le rôle des intellectuels était extrêmement important. On luttait contre l'obscurantisme de la monarchie royale, parce que d'un côté, on parle de pouvoir monarchique, le pouvoir royal qui était très présent, mais également, il y avait l'obscurantisme de l'Église, qui était avec les superstitions. Et justement, pardon François, justement, le roi Soleil inspirait soi-disant son pouvoir absolu du divin. Donc il était soi-disant le représentant de la chrétienté sur Terre. Quelque part, absolument, qui avait le pouvoir absolu. Oui. Et il y avait ce pouvoir divin qui donnait autorité, qui donnait au roi un chèque en blanc, pas uniquement à lui, mais également au clergé. Et donc là, on a voulu faire une forme, rationalisme, individualisme. On a essayé de libéralisme également, parce qu'à partir de ce moment-là, où on a permis à ces gens-là, au peuple également, de s'émanciper. On parle de siècle des Lumières, c'est comme si on a allumé, on a montré le chemin, et à travers quoi ? À travers l'éducation, à travers la science, à travers... Il y a un contre-pouvoir qui a été créé, qui était nécessaire, qui était indispensable, et qui est à l'origine également donc, de cette révolution américaine, qui n'est pas souvent citée. C'est vrai, oui. Pratiquement simultanément avec le siècle des Lumières. Absolument, absolument. Et vous avez bien cité Montesquieu, qui est, bien sûr, maintenant, c'est une référence pour tout ce qui est, par exemple, séparation des pouvoirs et les institutions. Donc, qui reste actuel jusqu'à... Bien sûr, d'ailleurs l'encyclopédie aujourd'hui, d'ailleurs je donnerai, il faut offrir l'encyclopédie à tous nos politiques, ils s'inspireraient dans le bon sens. Je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas demandé, ce sont des croyants, il ne faut pas oublier, tous ces intellectuels, tous ces philosophes, ce sont des gens qui croient en Dieu, mais qui disent, attention, le pouvoir absolue de la religion excessive, et surtout la religion quand elle n'apporte pas quand elle est contre la science, contre la raison. L'obscurantisme, bien sûr, il ne faut pas l'accepter. Et donc, ils croyaient tous en Dieu, ces intellectuels. C'était des gens, d'ailleurs, il y avait dans l'encyclopédie, quand on ouvre le livre, il y a une citation qui est extrêmement célèbre. Grosso modo, on s'adresse à Dieu pour lui dire, on croit en vous, on croit en toi, Dieu, mais par contre, on n'accepte pas tout ce qui est obscurantisme et qui est signé par la religion et par les clergés. Voilà. Pour ne pas rentrer dans une discussion philosophique, donc à partir de là, on a installé le libre arbitre des citoyennes et citoyens, et bien sûr à travers la science, à travers le déterminisme. Et finalement, on est arrivé à un point que le peuple, enfin ce qu'on appelait à ce moment-là le peuple, les indigents, ont accès à l'information et à la science.
grâce aux intellectuels. Donc quand on revient d'ailleurs, François, vous avez cité l'État c'est moi, c'est bien Louis XIV qui disait que l'État c'est moi. Je vous rappelle que notre cher président Bouteflika, à un moment, il l'a dit, l'État, il a dit que je suis l'incarnation de l'État algérien, et devant tout le monde, toute honte bue. Voilà, donc on arrive... Il n'y a pas que lui qui a dit ça. Il n'y a pas que lui, malheureusement. Malheureusement. Donc c'est que actuellement, par exemple, en Algérie, on voit qu'il y a, comme disait Madame Badi, il y a différentes classes d'intellectuels. Il y a des intellectuels qui ont lié l'intelligence et l'ingéniosité au courage et à la révolte depuis déjà des décennies. Par exemple, il y a des gens qui ont écrit depuis longtemps, comme Moufdi Zakaria, le grand poète, vous qui aimez beaucoup la poésie, François. Moufdi Zakaria avait écrit en 1971 au président Boumedienne en lui disant « Où va l'Algérie ?» En quelque sorte, où va l'Algérie? Où allait l'Algérie à ce moment-là? Donc il dénonçait vraiment la situation. Et puis il y avait aussi un grand intellectuel qui a lutté pour aller vers plus de liberté en Algérie, Malek Bennabi, qui a même conscientisé une partie de l'État et comment les citoyens, plutôt le peuple, doit aller vers l'acquisition de la citoyenneté totale et des libertés qui vont avec. Bien sûr, on a de très bons exemples. Madame Badi, peut-être vous avez aussi d'autres exemples. Comme vous avez initié cette question de différents types, si on peut parler d'une typologie des intellectuels, ceux qui collaborent avec le tyran, comme dans toutes les époques, ceux qui sont un petit peu dépendants mais qui se taisent. Mais il y a aussi cette petite minorité qui est très précieuse, qui fait la différence et qui fait l'impulsion et qui transforme la révolte ou l'injustice vers plus de liberté et vers un mouvement de toute la société. Oui, mais surtout l'intellectuel dans des pays sous un régime dictatorial, c'est une souffrance parce qu'on a l'obligation, en fait, un intellectuel, c'est quelqu'un qui a déjà un bagage, un savoir-faire qu'il a acquis pour apporter donc un bien-être à son pays, quel que soit le domaine. Ça peut être un domaine intellectuel, comme je l'avais dit, artistique, sportif, ou quel que soit le domaine. C'est pour aboutir à des changements, pour essayer d'aller vers le mieux. Mais sous un régime dictatorial, ce sont des gens qui sont réprimés, qui ont une souffrance telle parce qu'ils n'arrivent pas du tout à être utiles pour leur pays. C'est-à-dire, c'est comme si c'était donc des oiseaux à qui on a coupé les ailes. Ils ne peuvent pas voler au-delà pour un petit peu apporter des changements dans leur pays. Et ceux qui peuvent... s'exiler. Voilà, ceux qui peuvent échapper, comme je l'avais dit, à des régimes pareils, ou bien ils vont être exilés et profiter. Donc, on a beaucoup des grands intellectuels qui ont vécu à l'étranger exilés et leur pays a perdu une richesse intellectuelle énorme parce qu'elle n'a pas pu du tout profiter de cette richesse intellectuelle de ces élites-là. Du coup, et malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, une fois qu'ils ne trouvent pas leur place dans un régime comme tel, ils sont obligés d'aller ailleurs et on voit maintenant, par exemple, les Tunisiens, on a un grand nombre de médecins, d'ingénieurs, d'écrivains, d'artistes qui sont en train de fuir le pays. Et vous savez, même les petits bateaux de la mort, on les appelle là dernièrement, il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé clandestinement de quitter les pays. Parmi ces gens-là même, il y avait des artistes, il y avait des sportifs, il y avait des gens intellectuels, il y avait des professeurs, c'est des gens qui, à tout prix, cherchent à aller ailleurs parce qu'ils sont dans une grande prison. Quand vous ne pouvez pas respirer de la liberté, quand vous ne pouvez pas avoir le minimum de dignité, aujourd'hui, par exemple, on a un régime qui ne fait pas participer
l'élite, donc justement, au pouvoir d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que consultatif, parce qu'ils les considèrent comme si c'était des mineurs. Ils ne sont pas assez majeurs pour lui pour pouvoir donner leur avis ou participer ou bâtir avec lui le pays. Du coup, vous, quand vous avez l'obligation de changer le pays, quand vous avez l'obligation de faire quelque chose dans votre pays et que vous ne pouvez pas le faire, il vous reste que deux choses. Ou bien donc se soulever contre ce régime-là, et ça vous coûte ce que ça vous coûte, ou bien malheureusement quitter pour essayer un petit peu fuir le pays, pour essayer un petit peu de préserver votre vie, votre famille, votre travail, et malheureusement, c'est ça aujourd'hui l'intellectuel. L'intellectuel n'a pas vraiment de place, comme je vous ai dit, sauf si il s'aligne, sauf si il baisse la tête, il ferme son bec et il reste donc sous ces régimes-là qui veut les faire taire et qui veut pas du tout les entendre et comme je l'avais dit, les considère comme des gens mineurs qui n'ont pas leur place dans cette société. Vous avez bien cité l'exemple des médecins qui ont quitté par milliers la Tunisie. Je vous assure que c'était le même phénomène et pratiquement en même temps en Algérie. On parle de plus de 2000 médecins algériens qui avaient quitté il y a un peu plus d'un an de cela, qui avaient quitté l'Algérie pour venir en France. Bien sûr, Covid la pandémie avait aggravé la situation en France et la France avait vraiment besoin de médecins. Vous qui êtes les deux médecins, donc vous connaissez mieux cette question. On remarque par exemple quand on va se soigner dans les hôpitaux, on remarque un certain pourcentage important de présence de médecins tunisiens, algériens, maghrébins en général. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Deroche, de cette migration forcée des intellectuels du sud vers le nord ? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que les médecins ont plus de chances que le commun des mortels de tous ceux qui traversent la Méditerranée avec une barque sans sécurité et qui, une fois sur deux, se trouvent dans les fonds marins. Donc, les médecins, la France a été les chercher en Algérie, a été les chercher en Tunisie, a été les chercher au Maroc. Récemment, là, il y a quelques mois, la France va accueillir 1752, mais si mes souvenirs sont bons, médecins algériens. Aussi. Oui, une absolument. Nouvelle vague, vous voulez dire. Une nouvelle vague qui va arriver parce que, vous savez, vous le savez ça, donc aujourd'hui, les médecins étrangers font fonctionner la médecine en France. La santé en France. La santé en France, c'est grâce aux médecins étrangers. Quand même, il faut pas avoir honte de le dire. Ces médecins étrangers font marcher nos hôpitaux périphériques, font marcher nos centres de recherche, font marcher nos centres hospitaliers. Et d'ailleurs, aujourd'hui, M. Darmanin, je ne sais pas si vous avez entendu son intervention il y a quelques jours. Il a parlé de ces médecins étrangers qui ont soigné des Français qui avaient la Covid. Et donc, il a dit qu'il voulait leur rendre hommage. Donc, enfin, on va dire même le ministre de l'Intérieur le reconnaît et a reconnu le bienfait que fait ces médecins étrangers en France. D'ailleurs, qui sont pour la plupart aujourd'hui, ils ont cette binationalité, ils sont français également. Mais qui ont fait leurs études dans des pays voisins comme l'Algérie, comme le Maroc, la Tunisie ou d'autres pays africains. Donc c'est grâce à eux, il faut déposer nos hommages à leurs pieds, à tous ces médecins qui aujourd'hui rendent un grand service à la France et qui soignent des Français du matin jusqu'au soir. Voilà. En effet, mais d'un autre côté, c'est une grande perte pour les pays du Sud. Parlant de ce qui s'est passé par exemple en Algérie, moi-même j'étais témoin, c'est que durant la Covid, on était sur la place de la République à supplier pour réunir les fonds, soit en numéraire ou en physique, pour par exemple envoyer des machines de respiration, pour aussi financer l'oxygénation des patients. C'était une véritable catastrophe. Donc c'est là on voit
les intellectuels en général et les grands professionnels, quand ils quittent un pays, c'est que la crise va en s'empirant dans ces pays. Même si en Algérie actuellement on est en train de penser tout ce genre de problèmes avec bien sûr l'augmentation des revenus hydrocarbures, mais c'est juste un cache-misère. On sait quel est l'état de la santé et notamment des hôpitaux publics en Algérie. C'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Là, on en a parlé, bien sûr, parce que vous êtes médecins tous les deux, on a parlé, bien sûr, d'un secteur un peu particulier. Et quand on parle aussi, pour élargir un petit peu, quand on parle d'intellectuels, on peut citer, par exemple, soit des grands politiciens comme Mohsen Marzouki ou d'autres, qui est aussi médecin d'ailleurs, et d'autres, par exemple, des écrivains. Malheureusement, on a remarqué un phénomène en Algérie. Il y a certains écrivains, dès qu'ils arrivent à réussir un petit peu, ils viennent en France et ils se retournent contre leur propre peuple. On a vu des écrivains qui sont connus, qui ont par exemple dénigré la révolution du Hirak algérien. Et ça a fait beaucoup de mal, et puis bien sûr ils ont perdu de leur crédibilité. Mais heureusement, en même temps, on a vu des grands scientifiques comme professeur Abbas Arwa et Bjawi qui avait publié en défense du Hirak, donc un livre en réponse à un autre livre dans un temps très très court, au moins de 3 mois. J'ai oublié, donc il y avait professeur Abbas Arwa, il y avait professeur Youssef Bjawi et puis docteur Mourad Hina. Ces 3 personnalités, par exemple, algériennes, elles sont passées par le MIT américain. Ce sont des physiciens nucléaires, par exemple pour Hina et Abbas Arwa. Ce sont des personnes qui ne parlent pas trop parce qu'elles sont trop modestes. On va voir aussi l'équilibre qui est très difficile pour des intellectuels de la limite entre le narcissisme et la fausse modestie, où mettre le curseur pour être utile à la société. Ça, c'est une question honnêtement, c'est une question extrêmement difficile pour laquelle je ne peux pas y répondre. Peut-être Madame Badi ou vous, François. Moi, je voudrais rapidement, je voudrais pas lui, alors c'est libre, vous faites. Je voudrais pas lui prendre la parole, mais il y aura toujours un arabe de service qui sera là pour servir le régime. Pour servir le régime. Évidemment, c'est regrettable, mais moi je voudrais insister sur. Moi, je travaille dans un service, je suis praticien hospitalier. Je travaille dans un service d'addictologie qui est connu dans le monde entier, qui est le service d'addictologie de Paul Brousse. Le chef de service, le patron, est un Algérien, d'origine algérienne. Donc, c'est le professeur Amin Benyamina. Donc, donc les Algériens. Il y a le professeur Hanan, en réanimation à Garches, qui est une référence mondiale en termes de réanimation et d'anesthésie. Donc, les Algériens ou les médecins étrangers, quand ils viennent en France, en général, sont très bien formés. Et quand on leur donne cette chance d'accéder au poste de responsabilité et de pouvoir dans le domaine médical, ils le réussissent très très bien. Voilà. Oui, moi je voulais dire juste à l'instant là où on parle, Marzouki que vous venez de citer par exemple, il a eu 4 ans de prison en Tunisie récemment, condamné à 4 ans de prison, c'est-à-dire c'est scandaleux juste. Là récemment, Madame. Oui, donc ça fait quelques mois par le nouveau régime en place. Oui. Pour des propos qu'il a tenus, bien sûr, contre le putsch en Tunisie, contre cette dictature naissante. Et il s'est exprimé, il a donné son avis. Et bon, heureusement, il est en dehors de la Tunisie. Maintenant, c'est-à-dire, cette personne-là est actuellement en train d'enseigner dans une des plus grandes universités des États-Unis, à Harvard. C'est-à-dire un pays qui ne sait pas, non seulement il ne sait pas garder ses enfants, ses intellectuels, mais les persécuter, c'est-à-dire les traduire en justice, les inculper. Aujourd'hui, il y a des journalistes juste parce qu'ils ont lu un poème qui n'a pas plu à Sa Majesté le roi en Tunisie, qu'ils ont été traduits aussi en justice pour
pour ces versets de poésie-là. C'est-à-dire, c'est juste scandaleux. C'est-à-dire, non seulement on n'arrive pas à les garder, on les forme pendant des années, on dépense beaucoup d'argent pour les former, ces intellectuels-là, pour que à la fin, ils vont donc faire profiter d'autres pays de leur savoir-faire ou de leurs compétences. Mais non seulement les faire fuir, mais en plus les persécuter, c'est-à-dire les traiter comme ça. Quelle image donne-t-on à nos enfants qui eux-mêmes donc rêvent d'être ingénieurs, d'être médecins, d'être écrivains, donc de faire partie là de cette élite, parlons de l'élite. C'est-à-dire aujourd'hui, l'élite comme l'élite pour un régime dictatorial, c'est où ça lui fait de la concurrence, parce que c'est de l'élite, quoi. Après, on va chercher les futurs présidents, les futurs ministres, les futurs les gens de pouvoir, voilà. Les gens de pouvoir. Donc, ou bien on voit en eux seulement des concurrents, donc il faut les écraser, ou c'est des opposants, il faut les anéantir. Donc du coup, c'est un danger. C'est-à-dire, les élites sont vécues, sont perçues par cette dictature dans nos pays arabes comme un potentiel danger qu'il faut combattre ou qu'il faut maîtriser ou qu'il faut vraiment lui mettre toutes les lignes rouges pour qu'il ne dépasse pas ces limites-là et qu'il ne puisse pas s'accaparer un jour donc, de ce pouvoir ou vouloir participer, vouloir partager, vouloir changer, vouloir la transition. Donc il faut dès le départ essayer de l'étouffer pour qu'il ne peut pas s'exprimer et il ne peut pas briller dans son pays. C'est-à-dire l'élite intellectuelle aujourd'hui, si j'ose dire, elle est en grande majorité pas du tout populaire. Parce qu'on ne lui laisse pas l'espace de s'exprimer. Là, vous touchez aussi un point important, Madame Badi. Et ça, c'est très important, parce que cette élite, comme François venait de le dire, qu'on veut qu'elle soit donc au devant de la scène pour guider cette masse vers le changement, vers la révolution, vers une autre alternative. Donc, on les voit donc aujourd'hui, comme je l'avais dit, très donc persécutés et mises à l'écart et pas du tout mises en valeur, ce qui fait qu'ils restent pas du tout populaires et des fois la masse populaire reste sans guide, reste sans exemple à suivre. Oui, par ailleurs, de ce que vous dites, il y a aussi le fait qu'il y a une réaction en chaîne qu'on peut constater dans nos pays. Je parle de l'Algérie, vous parlez de la Tunisie, mais c'est un point commun à toutes ces dictatures. Malheureusement, dans les pays, ce qu'on appelle soit l'Afrique du Nord, ou les pays arabes, ou même dans beaucoup de pays musulmans, ce qu'on remarque, par exemple, quand il y a cette fuite de personnes très compétentes, ou des penseurs, des philosophes, parce qu'on néglige de temps en temps les écrivains et les philosophes, alors qu'ils ont une grande participation dans les révolutions, comme vous l'aviez dit, François, tout à l'heure, c'est que, par exemple, quand vous évoquez les médecins qui partent, donc la santé des pays émetteurs de médecins va se dégrader, ce qu'on avait vu en Algérie par exemple, et donc les citoyens, les citoyennes et citoyens vont bien sûr ne plus recevoir les soins nécessaires. On parle parce que vous êtes médecin, donc on est en train juste de parler de votre secteur. On va essayer de déborder un peu plus sur les autres. Et on a remarqué ça concrètement, c'est que maintenant la santé algérienne est en crise complètement, alors qu'avant il y avait aussi des médecins, des jeunes médecins qui s'installaient, il y avait des possibilités, des horizons pour ces compétences. Et cependant, les régimes, dès qu'ils ont un petit bobo, ils viennent en France ou ils partent en Suisse ou ils partent en Allemagne, comme on avait vu M. Tebboune qui a couru tout de suite en Allemagne pour se soigner, alors que les Algériens mouraient des centaines par jour, avec bien sûr des mensonges sur les statistiques. Madame, vous savez que l'Office national des statistiques, quand on regarde par exemple le nouveau budget actuel pour 2023, c'est l'organe qui a été méprisé, même par la distribution budgétaire de l'État, quand on regarde le nouveau budget 2023. Et pareil pour beaucoup de secteurs, notamment l'éducation. Cependant, le secteur de l'armement et de l'armée, voilà, la défense, et le secteur de la sécurité ont
pratiquement doublé leur budget. Donc c'est là on voit les réflexes qui sont pareils en Égypte, où on n'a pas eu la possibilité d'inviter une autre personne pour parler de l'Égypte, mais il y a ce trait commun à tous ces pays-là, où la tyrannie fait fuir l'élite et laisse les populations dans des situations catastrophiques, pas seulement physiques, mais aussi intellectuelles. Mais aussi il y a eu par exemple pendant le Hirak, on avait là à la place de la République, même en Algérie, il y a des gens qui partent qui se disent non, nous on est tous égaux. Et je crois que c'est là l'erreur de beaucoup de politiques en général, et surtout qui a été diffusée par les régimes, c'est de dire de toute façon on ne reconnaît pas nos élites, lambda et X et Y sont tous égaux. Alors que l'égalité normalement dans les pays normaux, dans des démocraties, l'égalité est vis-à-vis du droit. Mais on ne peut pas être tous égaux vis-à-vis des compétences. Et j'ai moi-même été critiqué, par exemple, à la place de la République lors de réunions, en disant « mais pourquoi vous voulez qu'il y ait une élite du Hirak, par exemple ?» Bien sûr, la vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi. Pour organiser le pays, on a besoin de compétences. Et pour répondre tout simplement à nos compatriotes, je leur dis est-ce que vous avez des enfants? Oui. Vous les mettez à l'école? Oui. Et pourquoi vous les mettez à l'école? C'est pour qu'ils étudient. Vous voulez qu'ils soient premiers ou moyens ou derniers? Bien sûr, premiers. Voilà, vous êtes en train d'adhérer à un certain élitisme. Quand on élève ses enfants et on essaie d'avoir le meilleur niveau scolaire, universitaire dans chaque pays, c'est une compétition globale, justement pour que les compétences arrivent à la gouvernance du pays et faire profiter le progrès ou l'épanouissement au plus grand nombre de la société. Je crois que c'est bien là le but des démocraties, François. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je vais revenir un peu sur ce siècle des Lumières qui a ouvert cette révolution française, cette révolution américaine, et dire quand même qu'il y avait deux, d'ailleurs, qui font partie de notre triptyque ici en France, la liberté et l'égalité. C'est vraiment capital. La liberté, c'est à travers, je pense que Montesquieu devrait, ou plutôt Rousseau, devrait retourner dans sa tombe actuellement, celui qui a fait la promotion du contrat social et surtout la souveraineté du peuple. Le peuple, ils sont tous égaux. Tous les gens du peuple, ils ont cette liberté, cette égalité qui leur permet d'avancer. Et pourquoi cette peur, ces tyrans qui n'aiment pas les intellectuels? Ils ont raison. Ils ne sont pas idiots, ces Ils ont raison dans leur rôle. Ils ont raison dans leur rôle parce que l'intellectuel qui sait écrire, qui sait fédérer autour de lui, c'est plus fort que n'importe quelle bombe. Une phrase bien écrite, bien faite, un raisonnement bien construit, c'est plus fort que n'importe quelle bombe, atomique soit-elle. Donc, c'est le pouvoir intellectuel, le pouvoir de l'éducation, le pouvoir du savoir, c'est quelque chose de fondamental et ça fait peur à tout le monde. Alors, effectivement, quand on voit dans certains pays, moi, ça me fait toujours rire, quand on a en Égypte une des universités Al-Azhar. C'est une des universités les plus connues, les plus cotées dans le monde arabo-musulman. Et quand je vois les gens d'Al-Azhar venir cirer les chaussures de M. Sisi, je dis quand même, on est tombé bien bas. Bien bas, oui. Bien bas, et c'est très triste, c'est très triste. L'intellectuel, quand je vois la même chose, en Arabie Saoudite, quand on voit que le prince héritier est responsable quand même, malgré tout, indirectement ou directement, de la mort, il a découpé à la scie sauteuse Jamal Khashoggi. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle tous les plus grands dignitaires religieux d'Arabie Saoudite viennent grosso modo, donner un blanc-seing au prince héritier, je dis qu'il y a danger. Effectivement, quand on voit tous ces intellectuels serviles, des gens qui n'ont plus aucune foi ni loi, qui n'ont plus aucun honneur, parce qu'aujourd'hui, on a piétiné le savoir, et ce n'est pas excusable. Donc ces gens-là, ils ont une lourde responsabilité, parce que
parce que c'est avec des gens pareils que ces pouvoirs, ces tyrans, ces sanguinaires arrivent à perdurer dans le temps. Parce que si tous les intellectuels montaient comme un seul homme pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer la tyrannie, eh ben le peuple, vous savez, il y a l'esprit reptilien. Vous savez, il suffit d'avoir quelques leaders, quelques meneurs d'hommes, et puis après, vous avez tout le peuple arrive derrière. Donc, quand on arrive à museler ces intellectuels, eh ben on arrive à museler tout simplement le peuple et faire tout ce qu'on veut. Et asservir le peuple. Oui, Madame Badi. Oui, pour terminer, donc, comme là où il a fini sa phrase, l'élite, c'est le rôle qu'elle va jouer, parce que vous pouvez avoir une élite engagée, c'est très important de lier donc, cette notion d'élite à l'engagement politique, à l'engagement vers des valeurs que vous allez défendre, et vous allez du coup être un militant. Donc, vous allez appartenir à l'élite, mais à l'élite militante. Vous allez donc avoir une responsabilité et vous sentez ce que veut dire un devoir. Parce que quand on appartient à l'élite, on a un devoir envers notre pays. Parce on s'est engagé donc, à apporter quelque chose à ce pays-là. Je ne parle pas aussi, parce qu'on peut avoir une élite, mais qui va jouer le rôle de blanchir un régime sale. Et du coup, ce n'est pas cette élite-là, nous, qu'on veut. Donc, et quand on parle de l'élite, on n'est pas du tout en train de refaire la lutte des classes. C'est-à-dire, vous pouvez être... L'élite, ce n'est pas du tout simplement cette bourgeoisie qui a le pouvoir, qui a les moyens financiers, qui a tout donc, pour réussir. L'élite, ça peut être, comme vous l'avez bien dit, un écrivain qui a écrit juste un poème contre le régime. Ça peut être cet artiste-là qui chante contre la dictature, qui chante la liberté, qui chante l'égalité, qui chante... il appartient aussi à l'élite, cette élite engagée qui a donc un message, qui a un rôle à jouer dans sa société. Aujourd'hui, on est en train de poursuivre tous la Coupe du Monde. Moi, je trouve que l'élite sportive, on peut aussi dire que là, c'est les meilleurs qui jouent. Absolument. On est aussi vers une élite sportive. Ouais. Vous avez vu derrière cette élite sportive tout l'engagement qu'il y a, tous les messages qui est en train d'être véhiculés tous les jours. Donc, moi, vous avez raison, Madame Badi. L'élite, c'est pas que intellectuel. Enfin, on peut considérer, par exemple, un comédien comme faisant partie de l'élite. Comme vous venez de l'évoquer, des sportifs, c'est de l'élite parce qu'il y a tout un savoir derrière pour devenir un top sportif. Vous avez tout à fait raison. Je vous laisse continuer. Merci. Oui, et vous avez vu cet engagement-là quand c'est, par exemple, sportif, quand ils lèvent très haut le drapeau de leur pays et tout l'engagement qu'il y a derrière de représenter une nation, de représenter des valeurs, de défendre des valeurs. En fait, on peut en tirer tellement des leçons. Moi, j'ai vu de ce qui se passe actuellement au Qatar, par exemple. Oui. C'est extraordinaire. On peut en parler donc, des jours et des jours. On peut écrire des livres. Donc, moi, je suis... Donc, par le biais de cette occasion-là qui nous est aujourd'hui donnée pour parler de ça, appeler cette élite quiescente, dormante, silencieuse, à agir et à jouer son rôle, à s'engager. Donc, pour que le changement, il ne peut pas se faire sans elle. Elle a un rôle, comme vous l'avez bien dit, elle peut être donc au devant de la scène. Elle peut sortir nos peuples de l'obscurantisme qui sont en train de revivre de nouveau avec ces dictatures qui nous reviennent de nouveau ou avec des dictatures dans certains pays qui n'ont jamais voulu partir ou jamais changé, malheureusement, qui ont raté leur printemps arabe. Donc, cette élite-là, elle a un devoir, elle a une responsabilité. Et là, je l'appelle par le biais de ce micro-là pour jouer ce rôle et pour ne pas rester silencieuse devant ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun respect de la liberté de droits de l'homme. Nos prisons sont pleines des jeunes, des intellectuels, des gens donc, qui se sont juste soulevés un jour pour dire non à la dictature, pour dire non à l'injustice, non à cette haine qui est en train donc de nous séparer dans nos différentes sociétés, quel que soit sous le nom de différences idéologiques, différences intellectuelles, différences de point de vue. Donc ils sont en train de semer la haine pour diviser, pour mieux régner. Et là, c'est le rôle de l'intellectuel pour éclairer ces gens-là,
pour rapprocher les peuples, parce que quel que soit ce qui nous sépare, ce qui nous réunit est beaucoup plus important. Mais vous reconnaissez bien que nous avons un problème, au moins, je parle bien sûr de l'Algérie et de la Tunisie, nous avons un grand problème au niveau de ce qu'on appelle l'élite intellectuelle et même sportive et culturelle. C'est qu'il y a une partie de l'élite disons-le, qui collabore avec les régimes pour des intérêts purement matériels. Par exemple, malheureusement, dans nos pays, il y a un secteur public qui est immense. Et quand on parle, par exemple, des scientifiques ou dans les universitaires, souvent, ces personnes-là, elles sont tenues par un salaire qui est distribué par l'État centralisé. Et l'État, bien sûr, est détenteur pratiquement, il détient par le coup, disons-le, il détient par le coup sur leur vie quotidienne. Donc, comment peut-on, par exemple, inviter cette élite qui a soit peur ou qui est en retrait ou silencieuse pour, par exemple, rejoindre, comme en Algérie, par exemple, le Hirak, parce qu'on aura besoin de cette élite. Souvent, dans les révolutions, comme disait François, c'est cette élite qui fait l'intermédiation, c'est une courroie de transmission entre les aspirations du peuple et les détenteurs des pouvoirs. Du pouvoir en général. Donc nous, par exemple, en Algérie, nous avons espéré qu'il y ait, par exemple, une intermédiation des élites en 2019 du Hirak, par exemple, à un moment donné, mais cette élite a été complètement ignorée par le régime militaire. Et actuellement, bien sûr, il y a encore une élite très, très active au niveau du Hirak algérien, mais à l'intérieur du pays, comme la répression a carrément doublé de férocité depuis un an, le régime a profité de la Covid-19 pour se redéployer et avec bien sûr le retrait, parce que nous-mêmes nous portons un petit peu la responsabilité d'avoir appelé la population algérienne à ne pas sortir dans les manifestations pour des raisons, vous qui êtes médecin, pour des raisons sanitaires et salutaires d'ailleurs. Et à ce moment-là, c'est vrai que le régime algérien, donc la dictature des généraux d'Alger, avait profité de plus d'un an et demi de pandémie pour encore serrer serrer les espaces de liberté, boucler par exemple la Grande Poste que vous connaissez, François, la Grande Poste. On avait supposé par exemple des travaux de réparation et pour soi-disant à ce moment-là pour évacuer la population, parce que c'était un rendez-vous des Hirakiens au centre d'Alger. Vous connaissez Alger, je ne sais pas si vous connaissez Alger, Madame Badi. Oui, bien sûr. Donc, c'est le centre d'Alger qui a été vidé de ce rendez-vous qui était important pour le Hirak algérien. Il a été présumé d'être en réparation, comme quoi c'est un danger d'éboulement des escaliers, des marches qui menaient à la Grande Poste. Et je vous assure, jusqu'à maintenant, c'est bouclé. Donc, voilà comment a profité un régime d'une pandémie d'une façon honteuse et pour réprimer plus, incarcérer plus. À ce moment-là, les arrestations ont doublé de manifestants, même des gens qui tweetaient. Rappelons un journaliste qui s'est enfui en Tunisie. Donc, vous avez parlé des journalistes, Madame Badi. Chez vous, en Tunisie, il y a M. Zaki Hannache, qui est un journaliste du Hirak et qui a dû fuir l'Algérie. Et en ce moment, il a demandé l'asile politique en Tunisie. On sait de sources certaines qu'il va essayer de fuir aussi la Tunisie. Vous voyez à quel point nos pays sont dans une situation complètement de folie par ces dictatures. Tout à fait. Vous avez dit comment on peut obliger cette élite. Moi, je pense qu'on ne peut pas obliger. On ne peut pas les obliger. On ne peut pas obliger. Ça doit être normalement, ça doit être inné. Ça va de soi que quelqu'un qui a acquis un certain savoir ou un certain savoir-faire, qu'il utilise donc ce capital-là au profit de son pays et pas l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez aussi signalé, il y a une certaine élite qui vend son âme, pas au diable, mais au pouvoir. Donc cette élite-là, au bout d'un moment, voilà, donc si elle a choisi, comme je l'avais dit, donc de blanchir le régime en place, c'est un choix qu'elle a fait et du coup donc on peut rien faire et c'est là où il y a l'échec
du rôle de l'élite, là, dans le peuple, il y a beaucoup aussi une telle force de changement qui peut aussi bouleverser les données. Et c'est ce qui s'est passé à un moment donné en Tunisie. Même les Tunisiens refusent aujourd'hui de dire que cette révolution, elle était guidée que par les intellectuels. C'est-à-dire, la rue peut se soulever parce que les gens, quand on les pousse à bout, quand ils arrivent à un moment où ils n'ont plus rien à perdre, ils arrivent à certains moments à dire écoutez, on va prendre notre destin en main, on va mener cette lutte, on va aller jusqu'au bout donc, pour réaliser nos objectifs. Et puis des fois, cette élite, si en grande majorité elle a choisi d'être silencieuse ou d'être du côté du régime, elle n'a pas un grand rôle à jouer. Elle sera de toute façon écartée. Et il y aura toujours, bien sûr, il y aura toujours des gens qui appartiennent à cette élite responsable et engagée qui vont participer et qui vont être toujours, donc, qui vont être toujours là pour guider, éclairer et suivre ce mouvement-là du peuple et pas du tout aller contre le vent ou contre courant. Contre le courant du changement et contre le courant révolutionnaire. Au jour d'aujourd'hui, bien sûr, là, le régime qui est en place en Tunisie, combien des gens donc, qui se disent élites, intellectuels, écrivains et qui ont un pouvoir dans le pays, qui aujourd'hui sont en train de cautionner le régime en question et sont en train de le soutenir et sont en train donc de l'aider pour persister parce que en quelque sorte, ça protège un petit peu aussi leur profit, que ce soit un profit matériel, un profit, donc je suis tranquille, je suis là, je suis protégé par ce régime-là. On disait ça, c'est vraiment le cas aussi de beaucoup d'intellectuels algériens, parce qu'on a ce système de la fonction publique aussi, qui alimente la plupart par exemple, des professeurs d'université, même par exemple, comme vous, des médecins dans les hôpitaux, leur salaire vient de la fonction publique aussi. Donc, ce qui manquerait, par exemple, c'est que vous, par exemple, en Tunisie et même ici en France, il y a quand même des contre-pouvoirs. Il y a ce qu'on appelle des syndicats de médecins, des syndicats de professeurs d'université qui peuvent se défendre contre la tyrannie, par exemple, de la dépendance pécuniaire au salariat, par exemple, vis-à-vis de la fonction publique. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, notamment en Algérie, parce que la plupart des grands syndicats algériens sont complètement phagocytés par les services secrets et la police politique. Probablement par peur, parce qu'il faut dire quand même à ces intellectuels que la peur n'empêche pas le danger. De toute façon, il y a des gens, certes, il y a des gens peut-être des cupides, des gens qui ont peur, des gens qui sont intéressés par le matériel, des gens qui ont tout simplement... qui sont quelque part un peu, on va dire... malin, c'est pas le mot exact. Ce sont des gens qui sont intéressés par le pouvoir et par le pouvoir de l'argent ou le pouvoir matériel. Mais il faut quand même rappeler que ces gens-là, tôt ou tard, paieront le prix de leur stupidité, parce que c'est une stupidité. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter. Et ils ont un pouvoir. Si ils devaient être jugés devant un tribunal judiciaire, on dirait qu'ils ont des facteurs aggravants, parce que le fait de porter le savoir, le fait de porter ce savoir, ça donne une certaine assurance aux tyrans, absolument. Et donc, je voudrais revenir également, tout à l'heure, vous avez parlé d'élite sportive, contrairement aux idées reçues, parce qu'il faut même placer la mosquée au centre du village. Il faut dire que pour être champion, pour être un sportif de haut niveau, il faut avoir une discipline mais martiale, c'est-à-dire il faut avoir un régime alimentaire, il faut s'entraîner, mais du matin jusqu'au soir, c'est pas quelque chose de donné. Bien, certes, c'est un don, mais c'est également quelque chose qui s'entretient. Donc, les intellectuels, c'est la même chose, c'est-à-dire pour pouvoir produire
un bel écrit, il faut quand même du travail, il faut la persévérance, il faut travailler, il faut bosser dur. C'est du travail. Voilà, c'est du travail. Voilà. Je l'avais dit tout à l'heure, François, que même les grands sportifs, il faut toute une démarche intellectuelle pour arriver à ces grandes performances exceptionnelles. Donc vous avez tout à fait raison. Un dernier mot, Madame Badi, s'il vous plaît, sur le fait que comment, par exemple, convaincre ces intellectuels et bien sûr en incluant les sportifs et autres, à rejoindre la révolution, à rejoindre les espérances de leur propre peuple. Il faut, à mon avis, que cette élite ne soit pas dans sa bulle écartée et loin de la classe populaire, de ce qui se passe dans la rue. C'est-à-dire, c'est bien d'être écrivain, mais si je suis un écrivain dans ma bulle isolée, donc de ce contact direct, de ce que peut aussi m'apporter et ce que je peux apprendre de cette masse, là, je ne pourrais pas être vraiment très productif et très utile. Je veux qu'il y ait cette conjugaison entre l'élite intellectuelle et cette masse populaire-là, et que les deux, chacun a quelque chose à apporter à l'autre, et les deux ont quelque chose à apporter à leur pays. Et pour l'élite qui a choisi d'être en dehors de l'histoire, en dehors de la construction même, qui ne veut pas utiliser ce savoir pour mettre, pour mettre quelque chose au profit de son pays, tôt ou tard, elle sera écartée, le peuple l'écartera, le mettre dans les oubliettes, et elle sera non significative. Le tout, c'est pas d'avoir plein de diplômes et plein de savoir-faire s'il est stérile et s'il n'est pas productif au profit de nos pays. Merci beaucoup, Madame Badi. Merci beaucoup, François. Espérons de vous revoir une deuxième fois. C'était un vaste sujet qu'on n'a pas épuisé parce qu'il y a au moins 2 points sur lesquels on pourrait revenir la prochaine fois. Je vous en prie, François. Non, je voudrais quand même qu'on rende hommage à Montesquieu, rendre hommage à Voltaire, à Rousseau et à Diderot, dire qu'à grâce... à Moudi Zakaria, c'est à Abou Qasim Chabi. Je parle effectivement, je parle de absolument. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais dire que ces intellectuels ont tracé des choses fondamentales avec lesquelles on ne badine pas, on ne négocie pas, on ne transige pas. La séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Et le pouvoir législatif. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, Voltaire, rendre hommage à Voltaire. Absolument. Contre toutes les pratiques judiciaires abusives. Aujourd'hui, si on était dans un monde juste, tous ces tyrans n'existeraient pas, tous ces tyrans seraient punis. Tous ces prisonniers politiques et tous ces prisonniers politiques retrouveraient la liberté. Et puis enfin, Jean-Jacques Rousseau qui a dit quelque chose de fondamental, qui a dit la souveraineté du peuple dans son contrat social. Et quand le peuple comprendrait qu'il a la souveraineté et qu'il a le dernier mot, et peut-être notre monde changerait. En Algérie, on appelle le Madda Sab'a Thmania, et on se rappellera historiquement du geste de l'entraîneur de l'équipe nationale algérienne de football, Belkadi, qui avait indirectement mis le numéro 7 et le numéro 8 des deux côtés quand ils ont gagné un match, un message sublime, subliminal, en disant aux responsables de l'armée, appliquez l'article 7 et 8 de la Constitution algérienne. Et pour ça, merci, à une prochaine fois.